Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Le problème des retraites est un problème présent dans le débat public depuis de longues années. En réalité, depuis le début des années 81, les années 80. Jusqu'à cette période, l'âge normal de départ à la retraite en France était à 65 ans. Et puis, la décision a été prise au plus haut niveau de l'État de faire passer cet âge de 65 à 60 ans. Au motif qui est réel, qu'on avait constaté que dans certaines professions, notamment les professions manuelles, beaucoup de ceux qui prenaient leur retraite à 65 ans ne vivaient encore que 5 ou 6 ans après le départ à la retraite, donc avaient une espérance de vie qui était relativement brève. Alors pour ces raisons-là, et puis pour des raisons, disons-le, un petit peu de démagogie, il a été décidé de faire passer l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Quand vous êtes en profession libérale, en profession individuelle, vous pouvez prendre votre retraite quand vous voulez, à condition d'avoir mis de côté ce qu'il faut pour pouvoir vivre convenablement, ou bien à condition d'avoir cotisé aux caisses professionnelles qui existent pour organiser votre retraite. Une observation de ce côté-là, c'est que des organisations professionnelles qui existent pour gérer les retraites se conduisent vis-à-vis de leurs membres de manière relativement brutale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organismes qui prennent les cotisations pendant pas mal d'années, et si l'intéressé accepte de cotiser toute sa vie régulièrement et le fait effectivement, il n'y a pas de problème. Mais si pour une raison ou pour une autre, notamment accident de la vie, divorce, problème à la maison, etc., il y a interruption des cotisations, eh bien lorsque la personne arrive à la retraite, elle se retrouve avec des prestations qui sont véritablement très dérisoires et qui ne permettent pas de vivre bien. Mais enfin, bon, passons sur cette parenthèse liminaire et disons que chacun d'entre nous s'attend à avoir une retraite la meilleure possible, avec une prise de cette retraite aussitôt que possible. L'obligation de cotiser n'existe pas partout. Disons qu'il y a un certain nombre de pays, même assez nombreux, où chacun prépare sa retraite comme il veut, comme il peut. Mais en France, on est obligé, lorsqu'on est salarié, de cotiser à une caisse ou à plusieurs caisses de retraite. Alors, ce qui est en débat aujourd'hui, c'est de savoir à quel âge, lorsqu'on est salarié, on doit pouvoir partir à la retraite. Or, je le dis d'emblée également, il est prudent, quelles que soient les obligations légales, que vous prépariez vous-même votre retraite, notamment en mettant de côté, sous une forme ou sous une autre, les économies qui pourront vous servir à vivre lorsque vous serez à la retraite. Alors, il y a en France, et un peu partout, on peut le dire, deux systèmes principaux d'organisation de la retraite, parce que chacun voit combien de temps il a cotisé, combien de temps il a travaillé, combien d'argent il va toucher, mais on saisit mal comment est organisé le système des retraites en France. Alors, il y a deux grands systèmes de retraite en France comme ailleurs. Le système prédominant, le système prépondérant en France, c'est ce qu'on appelle le système de la répartition. Et l'autre système dont on va parler après, c'est le système par capitalisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce système par répartition, qui est le système auquel sont soumis 90% des salariés français? C'est un système, c'est pas compliqué, mais il faut encore savoir comment ça fonctionne. C'est un système qui consiste à faire en sorte que celui qui a 30 ans, qui a 40 ans et qui travaille, cotise au système de retraite, et que ce qu'il cotise n'est pas mis de côté pour qu'il le retrouve à la fin de sa vie. Ce qu'il cotise est utilisé
à payer au même moment la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Si vous avez 30 ans et que vous avez un papa ou une maman ou un tonton, peu importe, à la retraite, eh bien, vous payez, et ce que vous payez va servir pour la personne. Il n'y a pas d'affectation directe. Ce n'est pas votre papa ou votre tonton. C'est que celui qui cotise, eh bien, son argent va être utilisé à verser la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Alors, en disant cela, on met déjà le doigt sur un problème. Est-ce qu'il y a autant de gens qui cotisent que de gens qui sont à la retraite? Est-ce qu'il y a une disproportion entre le nombre de ceux qui cotisent et le nombre de ceux qui sont à la retraite? Le problème aujourd'hui, là, il faut se référer aux chiffres démographiques. Le problème aujourd'hui en France, c'est qu'il y a environ 30 millions de personnes en âge de travailler et qui, en principe, cotisent pour la retraite de ceux qui sont à la retraite. Environ 30 millions. Mais dans les 30 millions de personnes en âge de travailler, il y a 6 millions de chômeurs. Il y a 6 millions de chômeurs. C'est-à-dire de gens qui ne cotisent pas pour payer la retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Et le nombre de ceux qui sont déjà à la retraite ne cesse d'augmenter pour une raison simple que nous connaissons tous, à savoir l'allongement de la durée de vie. En France, en moyenne, les femmes vivent jusqu'à 85 ans et les hommes vivent jusqu'à 79 ans. Et en Martinique, les hommes vivent jusqu'à 80 ans, les femmes, vivent jusqu'à 80 ans et les hommes vivent en moyenne jusqu'à 75 ans. Ça n'empêche pas qu'il y a en Martinique un nombre de centenaires très élevé. Il y aurait en ce moment 400 personnes qui ont plus de 100 ans en Martinique et nous sommes un des pays où il y en a le plus. Donc, il y a quelques années de ça, la moyenne de durée de vie pour chacun ou chacune était très inférieure, était autour de 60 ans, 65 ans, 70 ans. Au XIXe siècle, on considérait qu'une femme de 30 ans était une vieille femme et qu'un homme de 35 ou 40 ans était déjà un vieux monsieur. Donc aujourd'hui, on vit 75, 80, 85 ans facilement. Il suffit d'écouter les avis d'obsèques le matin pour voir qu'il y a beaucoup de Martiniquais ou de Martiniquaises qui meurent à 85 ans, 90 ans, 95 ans. Donc, ces deux phénomènes doivent être pris en considération quand on réfléchit sur le problème de la retraite. Le premier phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de chômeurs, de plus en plus de chômeurs, qui ne cotisent pas du tout. Et qu'il y a de l'autre côté, beaucoup de personnes âgées qui vivent de plus en plus longtemps. Là-dessus, une observation, c'est que la volonté de partir à la retraite n'est pas la même selon le travail qu'on fait, selon l'occupation qu'on fait. Vous connaissez tous en Martinique des commerçants, des médecins, des dentistes, des professions libérales, des avocats, des gens qui ont beaucoup plus que 65 ans et qui ont parfois 80 ans, parfois davantage que cela, et qui continuent à travailler. Et d'où vient la volonté, c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte, d'où vient la volonté de partir plus ou moins vite à la retraite. Si vous avez un travail qui vous intéresse beaucoup, qui vous procure une considération sociale respectable et qui vous permet de bien gagner votre vie, en général, vous ne serez pas pressé de partir ni à 60, ni à 62, ni à 64 ans. Vous pouvez continuer
à travailler jusqu'à 75 ans, 80 ans. Si, au contraire, vous avez un travail qui ne vous intéresse pas, qui est mal payé, qui ne vous procure aucune considération sociale collective significative, eh bien, vous avez forcément envie de partir le plus tôt possible à la retraite. Et avant de s'interroger sur le désir de retraite, il faut s'interroger sur la qualité de vie au travail. Si on s'arrange pour qu'il y ait un maximum de personnes satisfaites de leur travail, eh bien la pression pour que l'âge de départ à la retraite soit ramené au plus tôt sera évidemment moindre. Si au contraire tout le monde est malheureux au travail, eh bien il ne sera pas étonnant que tout le monde veuille partir à la retraite le plus tôt possible. Donc c'est cela le système dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui est en crise profonde. Et vous remarquerez que la plupart des décideurs politiques et que la plupart des commentateurs n'insistent pas du tout sur l'aspect chômage. Ils insistent sur l'aspect allongement de la durée de la vie des uns et des autres. Or, il faut bien prendre en compte l'aspect chômage. Mais pourquoi y a-t-il du chômage ? C'est ce dont on va parler un petit peu après. Je veux, après vous avoir décrit ce que c'est que le système de retraite par répartition, donc je redis pour ceux qui auraient été moins attentifs, que le système par répartition, c'est celui qui consiste à faire cotiser aujourd'hui des personnes au travail pour d'autres personnes qui sont à la retraite également aujourd'hui. Alors le deuxième système d'organisation des retraites, c'est ce qu'on appelle le système par capitalisation, qui existe déjà, par exemple, dans l'éducation nationale, il y a dans la fonction publique, il y a le système préfonds, qui est un système de capitalisation. En quoi ça consiste ? Le système par capitalisation consiste à ce que vous mettiez de l'argent de côté, soit vous-même personnellement, soit par le biais de votre entreprise, que vous mettiez de l'argent de côté, tel pourcentage de votre salaire tous les mois, et que cet argent soit utilisé, soit placé, souvent il est placé en bourse, d'une manière ou d'une autre, mais en bourse, et puis que vous retrouviez cet argent à la fin de votre vie, disons à la fin de votre vie professionnelle. Et donc, ce que vous allez recevoir à la fin de votre vie professionnelle comme retraite par capitalisation, eh bien ce sera la somme de tout ce que vous aurez mis de côté pendant toute votre vie professionnelle, majoré autant que possible de ce que les placements qui auront été faits de cet argent mis de côté aura gagné. Si vous mettez en bourse, si cet argent est mis en bourse, soit par vous-même, soit par l'organisme auquel vous faites confiance, et que de bonnes opérations sont faites en bourse avec cet argent, vous aurez à la retraite nettement plus que ce que vous aurez cotisé. Si au contraire, cet argent est mis en bourse ou bien dans un autre type de placement, l'immobilier par exemple, et que les placements ont été faits de manière imprudente, eh bien vous risquez de vous retrouver avec un montant de retraite qui sera beaucoup plus faible. Les épargnants américains, par exemple, sont extrêmement sensibles à l'évolution des cours de la bourse parce qu'ils savent que lorsque leurs retraites seront versées, eh bien cela dépendra naturellement du niveau de la bourse. Mais vous savez bien qu'il y a un certain nombre d'aléas à la bourse et que souvent, les personnes qui sont dans le système de capitalisation se retrouvent avec des retraites qui ne sont pas suffisamment importantes. Alors, le problème est de savoir quel est le meilleur système, quel est le moins bon système. En fait, le système français, le système par répartition, est un système absolument génial dans la mesure où il assure une solidarité entre les générations et dans la mesure aussi
où il permet, tant que des gens travaillent, et indépendamment des fluctuations de la bourse, eh bien de verser leur retraite à ceux qui ont cotisé et qui ne travaillent plus. Le problème, c'est que la condition du bon fonctionnement de ce système de retraite, c'est bien, vous l'avez compris, eh bien que tout le monde travaille. Or, la France est un pays aujourd'hui où beaucoup de gens ne travaillent pas, ou bien que ceux qui travaillent n'ont pas toujours une efficacité maximale. Or, le problème est de savoir pourquoi il y a tant de personnes qui ne travaillent pas, et donc tant de chômeurs en France, que c'est cela qui obère le système par répartition, qui est normalement, théoriquement, un bon système de retraite. Eh bien, c'est qu'il faut là remonter à beaucoup de considérations qui apparemment sont éloignées du système de retraite, mais qui en fait en sont très proches. La France, depuis un certain nombre d'années, est entrée dans le jeu des échanges économiques internationaux. Depuis toujours, me direz-vous, puisque le commerce triangulaire, c'était une forme de commerce international, depuis le XVIIe siècle. Mais beaucoup plus fortement, depuis que la France est entrée dans le marché commun a commencé à fonctionner en 1958, et puis depuis que la France est entrée dans l'organisme qui s'appelle aujourd'hui Organisation mondiale du commerce, qui s'appelait avant GATT, General Agreement About Tariffs and Trade, accord général sur les tarifs et le commerce, eh bien, le grand bain du commerce international a concerné la France. Et ensuite, il y a eu une étape, quelques années après la mise en marche du marché commun, il y a eu l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Le général de Gaulle s'était toujours opposé à ce que la Grande-Bretagne entre dans le marché commun. Et il savait bien pourquoi. La preuve, c'est que la Grande-Bretagne en est repartie après. Mais l'entrée de la Grande-Bretagne, avec l'Irlande, le Danemark simultanément, a ouvert le marché de l'Union européenne au reste du monde, parce que la Grande-Bretagne était habituée au grand commerce international. Et puis à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire au tout début des années 2000, eh bien, il y a eu une autre entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est tout simplement l'entrée de la Chine, et avec un certain nombre d'autres pays. C'est dire qu'à ce moment-là, les règles du jeu, enfin les conditions du jeu ont beaucoup changé, et les règles du jeu également. Alors qu'avant, il y avait une possibilité de protéger son marché intérieur par des tarifs et des règlements relativement contraignants, à partir du moment où la France entrait dans le marché commun, entrait dans l'Organisation mondiale du commerce et permettait que la Chine entre également, comme d'autres pays, dans l'Organisation mondiale du commerce, alors on prenait des risques incommensurables. Pourquoi ? Eh bien parce que les conditions de la concurrence n'étaient pas sincères et non faussées. Alors qu'en France, il y a une protection sociale de tous les travailleurs qui est d'un niveau exceptionnellement élevé, à partir du moment où la France se retrouvait en compétition avec d'autres pays de l'Europe, ou encore plus avec des pays tels que la Chine, elle se retrouvait en compétition avec des pays où le coût de l'homme n'était pas du tout le même que le coût de l'homme en France. Donc ce sont des pays où la protection sociale n'est pas très développée, où la durée du travail est beaucoup plus importante, où le nombre de jours de congés payés annuels est beaucoup moins important, et où l'âge de départ à la retraite est beaucoup plus tardif qu'en France. Donc les conditions de la concurrence, aujourd'hui, ne sont pas égales, ne sont pas justes, ne sont pas bien organisées. Donc ce qui fait que nous nous retrouvons
dans une situation de désindustrialisation de la France et de fermeture de beaucoup d'usines. C'est ajouté à ça un phénomène qui a commencé à voir le jour dans les années 70, à savoir l'idée d'avoir des entreprises sans usine en France. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise français, voyant que le coût du travail s'élevait en France beaucoup plus que dans la plupart des autres pays, ont tout simplement décidé d'aller créer des usines ou d'aller acheter des usines dans les pays où le travail coûtait beaucoup moins cher qu'en France. Et à ce moment-là, non seulement ils pouvaient vendre dans les pays où ils étaient installés, mais ils pouvaient renvoyer vers la France leur production industrielle des pays où ils produisaient à bateau et donc envahir le marché français avec des pays, avec des produits réalisés dans des pays autres, mais par des entreprises qui étaient dirigées par des Français. Au total, on le voit bien, c'est un système qui ne pouvait pas ne pas créer en France un maximum de chômage. Et on a la situation aujourd'hui où beaucoup d'entreprises françaises produisent à l'étranger et inondent la France avec ses produits à l'étranger, et puis des entreprises chinoises, indiennes, vietnamiennes, brésiliennes ou autres qui produisent dans tous ces pays à des prix de revient beaucoup plus bas que la France, et ça conduit aujourd'hui à ce que la France ne soit plus compétitive. Il y a un autre élément qu'il faut signaler sans ostraciser qui que ce soit, c'est que la France a un nombre de personnes dans les administrations qui est sensiblement plus élevé que dans la plupart des autres pays, que dans tous les autres pays. Et dans les administrations, il y a un grand nombre de personnes qui font très attention à l'efficacité de leur travail, mais qu'il y a aussi un grand nombre de personnes qui ne font pas la liaison au quotidien entre ce qu'elles coûtent et ce qu'elles produisent. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous savez qu'à la CTM, il y a quelques mois, en Martinique, eh bien, il a été révélé par le président lui-même qu'il y avait au moins 200 personnes qui étaient payées alors qu'elles ne mettaient même pas les pieds dans les locaux de la CTM, elles n'étaient pas en télétravail. Et nous savons tous que la réalité est malheureusement plus grave que ça. Un précédent président de collectivité disait que cette collectivité, qui était la région, disons-le clairement, pourrait avoir une même efficacité avec 2 fois moins de personnes qu'avec les effectifs qu'il y avait à ce moment-là. Donc, et ça, payer des fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires des hôpitaux, que ce soit des fonctionnaires des collectivités locales et territoriales comme les communes ou les intercommunalités, et payer des fonctionnaires de l'État, eh bien, tout cela coûte très cher. Et tout ça pèse beaucoup sur les entreprises, et tout cela vient obérer la productivité, l'efficacité des entreprises françaises. Alors, ce qui fait qu'il y a du chômage et qu'on ne sait pas à quel moment ce chômage-là va véritablement se résorber. Quand on rapporte le nombre de chômeurs français autour de 6 millions, certains d'entre vous s'étonneront peut-être du chiffre de 6 millions. Avant, on parlait plutôt de 3 ou 4 millions. Mais récemment, c'est l'une des choses intéressantes que l'actuel gouvernement a faites. Il a revu avec un peu plus de vérité les chiffres du chômage. Il faut vous dire que tous les gouvernements, au cours de ces dernières années, ont allègrement menti sur la réalité du chômage, avec les chômages de catégorie A, B, C, D, etc. Tout ça pour cacher le nombre réel de chômeurs. Et aujourd'hui, on arrive à un chiffre de 6 millions quand on intègre les personnes qui sont bénéficiaires de contrats d'insertion, mais qui sont
des personnes au chômage. Si on intègre les gens qui sont au RSA, mais qui sont forcément aussi des gens au chômage, sous réserve du travail au noir que certaines de ces personnes peuvent faire, au total, on arrive à un chiffre réel de 6 millions. Rapporté à la population active, j'évoquais le chiffre de 30 millions. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au total, eh bien, il y a 20% de la population active de la France qui ne travaille pas. Les chiffres de l'OCDE, l'organisation qui regroupe une cinquantaine de pays qui ont à peu près le même type d'organisation économique et sociale qu'en France, eh bien, dans ces pays de l'OCDE, la proportion de chômage, de chômeurs, s'élève à 4,9%, mettons 5% pour arrondir. Donc 20% d'un côté, 5% de l'autre, il est évident que la France est désavantagée. Maintenant, vient de s'ajouter un phénomène tout à fait important, c'est la situation de guerre. Même si la France n'a pas voté officiellement son entrée en guerre, mais il est fortement question, pour la France comme pour les 27 pays de l'Union européenne, d'augmenter beaucoup le budget de la défense. Alors qu'aujourd'hui, le budget de la défense représente 2% du produit intérieur brut, il est question de l'amener progressivement jusqu'à 3, 4, voire 5% du produit intérieur brut. Il est évident que le budget étant déjà fortement déficitaire en France, on ne voit pas très bien à quel moment et de quelle manière on va trouver l'argent nécessaire pour avoir un budget militaire qui pourrait représenter 3 ou 4 ou 5% du produit intérieur brut. Alors, il faut donc s'attaquer, c'est le problème central, à la mise au travail d'un plus grand nombre de Français. Travaillez tous, vous connaissez notre formule, travaillez tous, travaillez mieux, travaillez moins. Et je dis travailler moins, ça ne peut pas être à court terme, ça ne peut être qu'à long terme. À court terme, on ne peut pas se mettre à travailler moins, surtout les rares qui travaillent, enfin pas assez nombreux, alors que les concurrents, eux, travaillent jusqu'à 65 ans, 70 ans. Et on ne va pas aller chercher jusqu'à quel âge travaille un certain nombre d'ouvriers du Sénégal ou d'ouvriers de la Chine. Mais à terme, compte tenu des progrès technologiques, on va pouvoir travailler moins. Mais la première chose à faire, c'est de travailler tous. Parce que si tout le monde travaillait, les problèmes de la retraite se poseraient en termes différents. Eh bien, il faut, dans ces conditions-là, supprimer tous les gaspillages. Ça, on le sait bien. Comment se fait-il qu'il y ait, depuis le plus haut niveau de l'État jusqu'à la plus petite commune, un certain nombre de dépenses que personne ne contrôle? Il serait intéressant de savoir exactement à quoi servent certains voyages, à quoi servent certains véhicules, à quoi servent toutes sortes de restaurants qu'il y a dans les ministères, etc. Il faut commencer par gaspiller moins et aller vers une plus grande frugalité. Et puis, souhaiter que dans la fonction publique, comme dans beaucoup d'entreprises privées, il y ait un compte-rendu hebdomadaire du travail qui est fait. Cela n'est pas nécessaire dans certaines professions où le travail, je dirais, s'impose, notamment dans des professions telles que l'enseignement. Mais il y a des tas de professions où un certain nombre de personnes, enfin dans la fonction publique, seraient bien embarrassées de rendre compte avec précision de ce qu'elles ont fait pendant la semaine. Mais n'ostracisons personne. Je crois que ce sont les dirigeants qui doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout le monde travaille. Mais tant que la France ne sera pas arrivée à mettre au travail les 6 millions de chômeurs qui sont actuellement en train de ne pas travailler, dites-vous bien qu'on vous parlera dans les médias de retraite,
mais que ce problème ne sera pas résolu tant que cette mise au travail des uns et des autres ne sera pas obtenue, et puis tant que la France n'aura pas signé des accords internationaux en liaison, en cohérence avec sa situation économique intérieure. Parce que c'est très bien d'aller signer de beaux accords internationaux qui ouvrent les frontières de la France aux productions des autres pays, mais encore faut-il que cela préserve l'économie interne de la France. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Merci de votre écoute. À un autre soleil.